Ce qu'il faut de terre à l'homme. Il était une fois deux sœurs. L'aînée était mariée à un marchand de la ville, la cadette à un paysan. L'aînée vint de la ville pour visiter sa cadette à la campagne. Elle se mit à vanter son existence citadine. Elle raconta comme elle vivait largement. Elle était proprement mise, habillait bien ses enfants, mangeait et buvait de bonnes choses et se rendait aux promenades ou au théâtre. La cadette en fut vexée. Elle se mit à rabaisser la vie des marchands et à vanter la sienne, celle d'une paysanne. Je ne changerai pas, dit-elle, ma condition pour la tienne. Quoique notre vie soit terne, à nous autres, nous ne connaissons pas la crainte. Vous vivez plus agréablement que nous, mais tantôt vous gagnez beaucoup, tantôt vous perdez tout. Et le proverbe dit, la perte est la grande sœur du profit. Il se trouve qu'aujourd'hui tu es riche, mais demain tu tendras la main. Notre existence de moujik est plus sûre. Chez le moujik, le ventre est mince, mais long. Nous ne serons jamais riches, mais nous aurons toujours à manger. L'aîné se mit à dire. Oui, mais en vivant avec les cochons et les veaux. Pas de belles manières, ni de confort. Malgré tout le travail de ton mari, vous demeurez dans l'ordure, vous y mourrez aussi, et le même sort attend vos enfants. Eh bien, dit la cadette, c'est le métier qui l'exige. Et par cela même notre vie est stable, quand nous avons des terres. Nous ne nous inclinons devant personne, nous ne craignons personne. Vous, à la ville, vous êtes exposés à la tentation. Aujourd'hui, tout va bien, mais demain viendra le diable qui tentera ton mari par les cartes, la boisson ou les maîtresses et tout ira au pire. C'est ce qui arrive souvent. Pas comme le mari, assis sur le poêle, écoutait le bavardage des deux femmes. C'est la vérité vraie, dit-il. Nous autres, nous remuons la terre nourricière depuis notre enfance, et nous ne songeons guère à des futilités. Le seul malheur, c'est d'avoir trop peu de terre. Mais si j'avais de la terre à volonté, je n'aurais peur de personne, pas même du diable. Les deux femmes, après avoir pris le thé, causèrent encore toilette, rangèrent la vaisselle et allèrent se coucher. Or, le diable, tapi derrière le poêle, avait tout entendu. Il se réjouit de ce que la femme du paysan eût amené son mari à le braver. Ne s'était-il pas vanté que s'il possédait assez de terre, le diable lui-même ne lui ferait pas peur? C'est bien, pensait-il. À nous deux. Je te donnerai beaucoup de terre. C'est par la terre que je te prendrai. Près de chez le moujik demeurait une petite barignat. Elle possédait 120 déciatines de terre, était en bons termes avec les moujiks et ne faisait de mal à personne, quand elle prit pour gérant un soldat retraité qui se mit à accabler les moujiks d'amendes. Malgré toutes les précautions de Pacom, tantôt c'était son cheval qui s'aventurait dans l'avoine, tantôt la vache qui pénétrait dans le jardin, ou les veaux qui s'en allaient dans la prairie. C'étaient des amendes à n'en plus finir. Pacom payait, jurait et battait les siens. Il eut beaucoup à souffrir du gérant durant cet été. Ce fut avec plaisir qu'il vit revenir le temps de rentrer le bétail, quoiqu'il regrettât d'avoir à le nourrir. Du moins il n'avait plus peur et se trouvait plus tranquille. Pendant l'hiver, le bruit courut que la Barignat avait mis sa terre en vente et que le péager de la grande route voulait l'acheter. Les moujiks en furent très affectés. Eh bien, pensait-il, si la terre revient au péager, il nous infligera plus d'amendes encore que la Barignat. Sans ces terres, on ne peut pas vivre. Nous sommes tous dessus à la ronde. Les moujiks le mirent tout entier, se rendirent auprès de la Barignat pour la prier de ne pas vendre au péager, mais à eux-mêmes. Ils promirent de payer plus cher. La Barignat consentit. Alors les moujiks se concertèrent pour faire acheter la terre par le mire. On se réunit une fois, deux fois, et l'affaire n'avançait guère. Le diable les divisait. Ils ne pouvaient s'entendre. Finalement, ils décidèrent d'acheter chacun sa part, dans la mesure de leurs ressources. La Barignat consentit encore. Pacom apprit que son voisin avait acheté 20 déciatines chez la Barignat et qu'elle lui avait laissé la faculté de payer la moitié du prix par annuité. Pacom en fut jaloux. On achètera toute la terre, pensait-il, et moi je resterai sans rien. Il se consulta avec sa femme. Les gens achètent. Il faut, dit-il, acheter aussi une dizaine de déciatines. Autrement, nous ne pourrons pas vivre. Les amendes de ce gérant nous ont ruinés. Il réfléchit aux moyens de faire l'achat. Il avait 100 roubles d'économie. En vendant le poulain,
et une moitié de ses abeilles. En louant son fils comme garçon de ferme, il put réunir la moitié de la somme. Pacôme ramassa l'argent, choisit une quinzaine de déciatines de terre avec un petit bois, et alla chez la Barigna pour conclure l'affaire. Il acheta les 15 déciatines, on topa, et il laissa un acompte. On se rendit à la ville pour dresser l'acte de vente. Il donnait la moitié de la somme comptant, quant au reste, il s'engageait à le payer en 2 ans. Et Pacôme revint maître de la terre. Il emprunta encore de l'argent à son beau-frère pour acheter des grains. Il ensemença la terre qu'il venait d'acquérir, et tout poussa bien. En une seule année, il paya sa dette à la Barigna et au beau-frère. Et il devint ainsi, lui, Pacôme, un vrai pomeshchik. C'était sa terre qu'il labourait et ensemençait, c'était sur sa terre qu'il coupait le foin, sur sa terre qu'il élevait son bétail, c'était les pieux de sa terre qu'il taillait. Quand Pacôme s'en allait labourer sa terre à lui, quand il regardait pousser son blé et verdir ses prairies, il était transporté de joie. L'herbe et les fleurs lui paraissaient tout autres. Il lui semblait jadis, quand il passait sur cette terre, qu'elle était ce qu'une terre doit être. À présent, elle lui paraissait bien différente. Ainsi, Pacôme vivait dans le bonheur. Tout allait pour le mieux. Mais voilà que les moujiks se mirent à faire de fréquentes irruptions dans les blés et les prairies de Pacôme. Il les priait de cesser, mais eux continuaient. Tantôt les bergers laissaient leurs vaches entrer dans les prairies, tantôt c'étaient les chevaux qui allaient dans les blés. Pacôme les en chassait et pardonnait. Il se refusait à aller en justice. Puis il perdit patience, se fâcha, et alla se plaindre au tribunal de bailliage. Il savait bien que les moujiks agissaient ainsi non par envie de nuire, mais parce qu'ils étaient à l'étroit, et il pensait en lui-même. Je ne dois pourtant pas pardonner toujours, autrement on me mangerait tout. Il faut faire un exemple. Il fit un premier exemple, puis un second, en traduisant en justice un autre moujik. Ses voisins se fâchèrent contre Pacôme. Ils se mirent cette fois à envoyer leur bétail paître exprès sur sa terre. Une nuit, quelqu'un vint dans le petit bois et coupa une dizaine de tilleuls pour faire des tilles. Comme il traversait la forêt, Pacôme vit quelque chose de blanc. Il s'approcha et aperçut par terre des tilleuls écorchés. Il ne restait plus en terre que les souches. S'il n'avait abattu que les arbres de la lisière, s'il en avait au moins épargné un seul, mais le brigand avait tout coupé. Pacôme s'indigna. Ah, pensait-il, si je savais qui a fait cela, je me vengerais. Il chercha à qui s'en prendre, encore et encore. Ce ne pouvait être que Siomka. Il alla voir dans la cour de Sémène, mais il ne trouva rien. Il se disputa avec Sémène, et repartit plus persuadé que jamais que c'était lui qui avait fait le coup. Il le cita en justice, on appela la cause devant le tribunal. L'affaire fut jugée, et le moujik acquitté faute de preuves. Pacôme n'en fut que plus irrité. Il faillit insulter le starchina et le juge. Vous soutenez les voleurs, disait-il. Si vous faisiez votre devoir, vous ne les acquitteriez pas comme cela. Pacôme se fâcha ainsi avec tous ses voisins. On finit par le menacer du coq rouge. Pacôme continuait de vivre largement de sa terre, mais mal vu des moujiks, il se sentait à l'étroit dans la commune. À ce moment, le bruit courut que les gens émigraient. Ah, quant à moi, pensa Pacôme, je n'ai pas besoin de quitter ma terre. Mais si quelques-uns des nôtres s'en allaient, nous aurions ici plus de place. Je prendrai leur terre pour moi, je l'ajouterai à mon domaine, et je serai plus à l'aise. Un jour que Pacôme était à la maison, un étranger, un moujik, entra chez lui. On l'accueillit pour la nuit, on lui donna à manger, puis on lui demanda où Dieu le conduisait. Le moujik répondit qu'il venait de loin, des rives de la Volga où il avait travaillé. De fil en aiguille, le moujik raconta comment les gens avaient émigré là-bas. Les siens s'y étaient établis, s'étaient inscrits à la commune, et on leur avait distribué 10 déciatines par tête. Et c'est que la terre est bonne. Lorsqu'on a semé du seigle, les épis y viennent si haut et si dru qu'on ne voit plus les chevaux. 5 poignées d'épis et voilà une gerbe de fête. Un moujik tout à fait pauvre, n'ayant que ses 2 bras, laboure maintenant 50 déciatines de froment. L'année dernière, il a vendu sa récolte 5000 roubles. Et Pacôme pensait, le cœur enflammé, pourquoi demeurer ici à l'étroit quand on peut bien vivre ailleurs? Je n'ai qu'à vendre ma terre et ma maison, et avec l'argent je bâtirai là-bas et m'y établirai. C'est un péché de demeurer ici. Il faut seulement que j'aille voir tout cela de mes yeux et me renseigner en personne. À l'été, il se prépara et partit. Il descendit la Volga sur un bateau à vapeur jusqu'à Samara, puis il fit 400 verstes à pied. Enfin, il arriva au but.
On ne l'avait pas trompé. Les moujiks vivaient à l'aise. La commune, très hospitalière, donnait 10 déciatines à chacun. Celui qui venait avec de l'argent pouvait, en plus du terrain offert, acheter de la terre à perpétuité, à raison de 3 roubles par déciatine. De la meilleure terre qui soit, tant qu'on en voulait. Pas comme sans qui de tout cela, retourna chez lui à l'automne et se mit à vendre tous ses biens. Il vendit avantageusement sa terre, il vendit sa maison, son bétail, se fit rayer de la commune, attendit le printemps, et s'en alla avec sa famille vers le pays nouveau. Arrivé là-bas avec sa famille, Pacom s'était inscrit dans un grand village. Il avait payé à boire aux anciens et s'était mis en règle. On lui avait fait bon accueil. On lui avait concédé, pour 5 âmes, 50 déciatines de terre, sans compter le pâturage dans les terrains communaux. Pacom bâtit sa maison, acquit du bétail. Il possédait à présent, rien qu'en terre concédée, 2 fois ce qu'il avait auparavant. Et sa terre était si fertile. Sa vie, en comparaison de celle qu'il menait jadis, était 10 fois plus belle. Terre de labour et pâturage, il avait tout à volonté. C'est ainsi que, pendant qu'il bâtissait et s'installait, tout lui paraissait bon. Mais quand il eut vécu là quelque temps, il lui sembla être à l'étroit. Pas comme désiré, comme les autres, semait le froment blanc, le turc. Or il y avait peu de terre à froment dans les concessions. On semait le froment dans la terre vierge, où pousse la stipe plumeuse, ou bien dans la terre en jachère. On le cultivait 1 an ou 2, puis on laissait la terre reposer jusqu'à ce que la stipe ait repoussé. De la terre meuble, il y en avait tant qu'on voulait. Seulement sur cette terre on ne pouvait semer que le seigle. Il fallait au froment une terre plus forte. Et pour la terre forte, il y avait beaucoup d'amateurs. Il n'y en avait pas pour tout le monde, et cela donnait matière à querelle. Les plus riches voulaient la labourer eux-mêmes, et les plus pauvres, pour payer leurs redevances, la vendaient aux marchands. La première année, Pacom sema un peu de froment sur sa concession, et il vint bien, mais il voulait en semer davantage. La terre qu'il avait n'était pas bonne pour cela, il lui fallait mieux. Il alla voir un marchand pour louer de la terre pour 1 année. Il sema davantage, tout poussa bien, mais c'était loin du village. Il y avait une quinzaine de verstes à parcourir pour s'y rendre. Pacom s'aperçut qu'en ce pays, les marchands bâtissaient des fermes, qu'ils s'enrichissaient. Voilà comment je serais, pensait-il, si j'avais pu acheter de la terre à perpétuité et me construire une ferme. J'aurais tout cela d'un seul tenant. Et il songeait au moyen d'avoir de la terre à perpétuité. Pacom vécut ainsi 5 ans. Il louait de la terre et semait du blé. Les années étaient bonnes. Le blé venait bien et il gagnait de l'argent. Il n'avait qu'à se laisser vivre. Mais il était ennuyé de louer la terre chaque année. C'était trop de soucis. Où il y avait une bonne terre, un moujik accourait et la prenait. S'il n'arrivait pas à temps, il n'avait plus où semer. Ou bien, une autre fois, il s'arrangeait avec des marchands pour louer un champ chez des moujiks. Déjà, il l'avait labouré quand les moujiks réclamaient en justice, et tout le travail était perdu. S'il avait eu de la terre à lui, il n'aurait eu à s'incliner devant personne, et tout aurait bien été. Et pas comme s'enquit d'un endroit où l'on pouvait acheter de la terre à perpétuité. Il trouva un moujik. Le moujik avait 500 déciatines. Il s'était ruiné et vendait bon marché. Pacom s'aboucha avec lui, discuta, et ils s'entendirent pour 1500 roubles, moitié payable comptant, moitié à échéance. Ils étaient déjà tout à fait d'accord, lorsqu'un jour un étranger, un marchand, s'arrêta chez Pacom pour faire manger ses chevaux. On prit le thé, on causa, et le marchand raconta qu'il venait de chez les Bachkirs. Là, disait-il, il avait acheté 5000 déciatines de terre, et il n'avait payé que 1000 roubles. Pacom questionné, le marchand répondait. Je n'ai eu pour cela qu'à amadouer les anciens, disait-il. Je leur ai fait cadeau de robes et de tapis pour 100 roubles, d'une caisse de thé, j'ai offert à boire à qui voulait, et j'ai acheté à 20 kopecks la déciatine. Il montrait l'acte de vente. La terre, continuait-il, est située auprès d'une petite rivière, et partout pousse la stipe plumeuse. Pas comme accabler l'autre de questions. De la terre, disait le marchand, à n'en pouvoir faire le tour en marchant pendant 1 an. Tout est au Bachkir, et ces gens-là sont simples comme des moutons. On pourrait même l'avoir pour rien. Ah, pensa Pacom, pourquoi acheter 500 déciatines pour mes 1000 roubles et me mettre encore une dette sur le dos,
tandis que je puis pour ces 1000 roubles en avoir Dieu sait combien. Pacom s'informa de la route à suivre, et dès qu'il eut reconduit le marchand, se prépara à s'en aller aussi. Il laissa la maison sous la garde de sa femme et partit avec son domestique. Ils se rendirent d'abord à la ville, acheter une caisse de thé, des cadeaux, du vin, comme le marchand le lui avait dit, puis ils se mirent en route. Ils allaient, déjà ils avaient fait 500 verstes. Le 7e jour, ils arrivèrent à un campement de Bachkirs. Tout y était comme l'avait dit le marchand. Ils demeuraient tous dans la steppe, près de la petite rivière, dans des kibitki de laine. Ils ne cultivaient pas la terre, ne mangeaient pas de pain, mais ils promenaient dans la steppe leurs chevaux et leur bétail. Derrière les kibitki étaient attachés des poulains. On leur amenait leur mère 2 fois par jour, on trayait les juments, et de leur lait on faisait le koumis. Les femmes battaient le koumis et en faisaient du fromage. Les moujiks ne savaient que boire du koumis et du thé, manger du mouton et jouer de la flûte. Tous étaient luisants de graisse, gais, et tout l'était en fait. Ce peuple était tout à fait ignorant, ne connaissait pas le russe, mais il était très affable. À la vue de Pacom, les Bachkirs sortirent de leur kibitki et entourèrent l'étranger. Ils avaient parmi eux un interprète, et Pacom leur apprit qu'il venait pour acheter de la terre. Les Bachkirs lui firent fête et le conduisirent dans une jolie kibitka. Ils l'installèrent sur des tapis moelleux, recouvrirent ses pieds de coussins de plumes et l'engagèrent à boire du thé et du koumis. On tua un mouton et on lui en donna les meilleurs morceaux. Pacom alla chercher les cadeaux dans son tarantas, les distribua aux Bachkirs et leur partagea le thé. Les Bachkirs en furent enchantés. Ils baragouinaient entre eux, puis ils ordonnèrent à l'interprète de traduire. On m'ordonne de te dire qu'ils t'ont pris en affection, fit l'interprète. Nous avons coutume de traiter nos hôtes de notre mieux et de rendre présent pour présent. Tu nous as offert des cadeaux. Dis-nous maintenant ce que tu veux, nous te le donnerons en échange. C'est votre terre, répondit Pacom, qui me plaît par-dessus tout. Chez nous, nous sommes à l'étroit, et la terre est épuisée, tandis qu'il y a chez vous beaucoup de terre, et de la bonne terre. Jamais je n'en ai encore vu de pareil. L'interprète traduisit, les Bachkirs parlèrent. Pacom ne comprenait pas ce qu'ils se disaient. Il les voyait très gais, s'apostropher et rire. Puis ils se turent, regardèrent Pacom, et l'interprète dit « On m'ordonne de te dire que pour te remercier de ta générosité, on souhaite te donner autant de terre que tu voudras. Montre seulement du doigt laquelle, elle sera à toi. » Ils recommencèrent à parler, à discuter entre eux. Pacom demanda « De quoi parle-t-il » Et l'interprète répondit « Les uns disent qu'il faut en référer au Starchina, car sans lui la chose n'est pas possible, et les autres disent qu'on peut se passer de lui. » Comme les Bachkirs discutaient, parut tout à coup un homme en bonnet de peau de renard. Tous se turent et se levèrent. « C'est le Starchina, » dit l'interprète. Pacom prit aussitôt sa plus belle robe et la présenta au Starchina, ainsi que 5 livres de thé. Le Starchina accepta et s'installa à la première place. Immédiatement, les Bachkirs lui soumirent l'affaire. Le Starchina écoutait. Il sourit et se mit à parler en russe. « Eh bien, dit-il, soit, il y a beaucoup de terre. Choisis là où tu voudras. » Comment donc en prendre autant que je veux ? Pensait Pacom. Il faut que ce soit régulier, car autrement on dira c'est à toi, et puis on le reprendra. Et il dit au Starchina, « Je vous remercie de ces bonnes paroles. Vous avez beaucoup de terre. Et moi, il ne m'en faut pas beaucoup. Il s'agit seulement de savoir quelle terre sera à moi. Il faut d'une façon ou d'une autre la délimiter et régulariser la cession, car nous sommes tous mortels. Vous, bonnes gens, vous la donnez, mais il peut arriver que vos enfants la reprennent. » Le Starchina se mit à rire. « Soit, dit-il. Nous ferons de telle sorte que rien ne soit plus régulier. » Et Pacom dit, « Moi, j'ai ouï dire qu'il était venu chez vous un marchand. À lui aussi vous avez donné de la terre. Vous lui avez passé un acte. Eh bien, passez-moi un à moi aussi. » Le Starchina comprit. « Soit, dit-il. Nous avons un greffier. Nous irons à la ville dresser l'acte et y apposer tous les sceaux nécessaires. » « Et quel sera le prix ?» dit Pacom. « Notre prix est unique. 1000 roubles pour une journée. »
Pacom ne comprenait pas cette façon de compter par journée. Mais combien cela fera-t-il de déciatines demanda-t-il. Nous ne pouvons le savoir à l'avance, mais nous vendons une journée de terre. Tout ce dont tu feras le tour en marchant pendant une journée t'appartiendra. Et le prix de la journée est de 1000 roubles. Pacom s'étonna. Mais, dit-il, on peut dans une journée faire le tour de beaucoup de terres. Le Starchina se mit à rire. Tout sera à toi, mais à une condition. Si à la fin de la journée tu n'es pas revenu à ton point de départ, ton argent sera perdu. Et comment mettre des jalons partout où je passerai demanda Pacom. Voici. Tu partiras d'un endroit que tu choisiras. Nous y resterons, tandis que tu feras le tour. Nos garçons te suivront à cheval, et là où tu leur donneras, planteront des jalons. Puis, d'un jalon à l'autre, nous tracerons un sillon avec la charrue. Tu pourras englober autant de terre que tu voudras. Seulement, sois revenu à ton point de départ avant le coucher du soleil. Tout ce dont tu auras fait le tour sera à toi. Pacom consentit. On décida de partir le lendemain, dès l'aube. On causa encore un peu, on but du koumyss, mangea du mouton et reprit du thé. Enfin, on donna à Pacom un lit de plumes, et les Bachkirs se retirèrent après avoir promis de se réunir le lendemain, au point du jour, et de se rendre à l'endroit choisi avant le lever du soleil. Pacom s'étendit sur le lit de plumes, mais il ne parvenait pas à trouver le sommeil. Il avait toujours la terre en tête. Quelle bonne besogne j'ai faite ici, pensait-il. Je vais me tailler tout un royaume. En un jour, je ferai bien une 50aine de verstes. La journée, en cette saison, est longue comme une année. 50 verstes, cela fera une dizaine de milliers de déciatines. Je n'aurai plus à m'incliner devant personne. Je me procurerai des bœufs pour 2 charrues. Je pourrai louer des serviteurs. Je cultiverai la partie qu'il me plaira. Et sur le reste, je laisserai paître le bétail. Pacom ne put s'endormir de la nuit. Ce n'est qu'un peu avant l'aube qu'il s'assoupit un peu. Et à peine assoupi, il fit un rêve. Il se vit couché dans la même kibitka. Il entendit quelqu'un rire au dehors et s'esclaffer. Voulant savoir qui riait ainsi, il se leva et sortit de la kibitka. Il vit le même Starchina des Bachkirs, assis devant la kibitka, se tenant le ventre à 2 mains et riant à gorge déployée. Il s'approcha et demanda « Pourquoi ris-tu » Alors il vit que ce n'était plus le Starchina Bachkir, mais le marchand qui était venu chez lui l'autre jour lui parler de la terre. Il demanda aussitôt au marchand s'il était arrivé ici depuis longtemps. Et ce n'était déjà plus le marchand, mais ce même moujik qui était venu le voir. Et Pacom s'aperçut que ce n'était déjà plus le moujik, mais le diable lui-même, avec ses cornes et ses pieds fourchus, qui s'esclaffait et regardait quelque chose. Et Pacom pensa « Qu'est-ce qu'il regarde ? Pourquoi rit-il » Il alla de ce côté pour voir, et il vit qu'un homme était couché, pieds nus, en chemise et en caleçon, le nez en l'air et blanc comme un linge. Et Pacom regarda plus fixement quel était cet homme, et il vit que c'était lui-même. Pacom poussa un cri et se réveilla. Il se réveilla et pensa « Il y a tant de rêves ». Il se retourna et vit qu'il faisait déjà clair. « Il faut réveiller les autres et partir », se dit-il. Et Pacom se leva, réveilla son domestique dans le tarantas, lui donna l'ordre d'atteler et alla réveiller les Bachkirs. Les Bachkirs se levèrent, s'assemblèrent, et le Starchina vint aussi. Ils se mirent à boire du koumyss. Ils offrirent du thé à Pacom, mais lui ne voulait pas attendre. « Puisqu'il faut partir, partons, » disait-il. « Il est temps. » Les Bachkirs se réunirent, montèrent qui à cheval, qui en tarantas, et partirent. Pacom s'installa avec son domestique dans son tarantas. On arriva dans la steppe. L'aurore se levait. On monta sur une petite colline. En bachkir, un chican. Les Bachkirs sortirent de leur tarantas et se réunirent en un groupe. Le Starchina s'approcha de Pacom et, lui montrant le pays de la main. « Voilà, disait-il, tout est à nous, tout ce que ton œil aperçoit. Choisis la part qui te plaît le mieux. » Les yeux de Pacom étincelèrent. Toute la terre était couverte de stipes plumeuses, unies comme la paume de la main, noires comme des graines de pavot. Des herbes de toute espèce, des herbes hautes jusqu'à la poitrine, marquaient la place des ravins. Le Starchina ôta son bonnet en peau de renard et le plaça sur le sommet de la colline.
Voilà le repère, dit-il. Ton domestique va rester ici. Dépose ton argent. Pars d'ici et reviens. Ce dont tu feras le tour t'appartiendra. Pacom sortit l'argent, le mit dans le bonnet, ôta son manteau et ne garda que son cafetan. Il serra plus fortement son ceinturon, prit un petit sac avec du pain, attacha à son côté une petite bouteille d'eau, redressa la tige de ses bottes et se tint prêt à partir. Il réfléchissait, incertain de la direction à prendre. Mais la terre était belle partout. Et il pensa. Où qu'on se tourne, la terre est bonne. J'irai du côté où le soleil se lève. Il se mit du côté du soleil et attendit qu'il se levât. Il ne faut pas perdre de temps. Avec la fraîcheur, la marche est plus facile. Les Bashkirs à cheval se tenaient prêts, eux aussi, à quitter le chicane à la suite de Pacom. À peine le soleil eut-il paru à l'horizon, que Pacom se mit en route et s'enfuit à travers la steppe. Les cavaliers le suivirent. Il marchait d'un pas égal, ni lent ni rapide. Il fit une verste et ordonna de poser un jalon. Il continua sa route. Quand il fut bien en train, il accéléra sa marche. Après avoir fait un bout de chemin, il ordonna de poser un autre jalon. Pacom se retourna. On voyait bien le chicane éclairé par le soleil et le groupe qui s'y trouvait. Pacom estima qu'il avait déjà fait 5 verstes. Comme il s'était échauffé, il ôta son cafetan puis renoua sa ceinture et continua son chemin. Il fit encore 5 verstes. Il faisait chaud. Il regarda le soleil et vit qu'il était temps de déjeuner. Voilà déjà le quart de la journée, se dit-il, et il y en a 4. Il n'est pas encore temps de tourner. Je vais seulement ôter mes bottes. Il s'assit, se déchaussa et poursuivit son chemin. Il se sentait dispos et il pensait. Je vais faire encore 5 verstes, et alors je tournerai à gauche. L'endroit est trop bon. Plus je vais, meilleur c'est. Il continua à marcher tout droit. Il se retourna et vit à peine la colline. Les hommes y paraissaient noirs comme de petits insectes. Eh bien, pensa Pacom, il faut tourner maintenant de ce côté. J'en ai pris assez. Il se sentait déjà tout en sueur et il avait soif. Pacom leva sa bouteille et but en marchant. Il ordonna de mettre encore un jalon et tourna à gauche. Il marcha, l'herbe était haute et il faisait chaud. Pacom commençait à se fatiguer. Il regarda le soleil et vit qu'il était tout juste temps de dîner. Eh bien, pensa-t-il, il faut se reposer. Pacom s'arrêta. Il mangea un peu de pain, mais ne s'assit pas. Quand on s'assit, pensa-t-il, on se couche puis on s'endort. Il resta un moment sur place, reprit son souffle et poursuivit sa route. Il marcha tout d'abord d'un pas leste, le dîner lui ayant rendu des forces. Mais il faisait très chaud, et le sommeil le gagnait. Pacom se sentait harassé. Mais, pensait-il, 1 heure à souffrir, un siècle à bien vivre. Pacom marcha encore de ce côté pendant une dizaine de verstes. Il allait tourner à gauche lorsqu'il aperçut une fraîche ravine. C'est dommage, pensa-t-il, de la laisser en dehors. Il poussera ici du bon lin. Et il continua tout droit. Il engloba aussi la ravine, il planta un jalon et fit un second crochet. Il se retourna vers le chicane. Les gens s'y distinguaient à peine. Il devait en être éloigné d'une quinzaine de verstes. J'ai trop allongé les 2 premiers côtés, pensa-t-il. Il faut que celui-ci soit plus court. Il longea le 3e côté en hâtant le pas. Il regarda le soleil. Il était déjà proche de son déclin. Pacom n'avait fait que 2 verstes sur le 3e côté, et le but se trouvait encore à une quinzaine de verstes. Mon domaine ne sera pas régulier, pensa-t-il, mais il faut aller droit au but. Il y a déjà assez de terre comme cela. Et Pacom alla droit vers le chicane. Pacom allait droit vers le chicane et se sentait bien las. Ses pieds lui faisaient mal, il les avait tout meurtris, et il se sentait fléchir. Il aurait voulu se reposer, mais il ne le devait pas, sans quoi il ne pourrait atteindre le but avant le coucher du soleil. Et le soleil ne l'attendait pas. Il semblait tomber comme si quelqu'un le poussait. Hélas, pensa Pacom, je me suis peut-être trompé. J'en ai trop pris. Que vais-je devenir si je n'atteins pas le but à temps? Qu'il est loin encore et que je suis fatigué? Pourvu que je n'ai pas perdu pour rien mon argent et ma peine. Il faut faire l'impossible. Pacom se mit à trotter. Il s'était écorché les pieds jusqu'au sang, mais il courait toujours. Il courait, mais il était encore loin.
Il jeta son cafetan, ses bottes, sa bouteille, son bonnet. Ah, pensait-il, j'ai été trop gourmand. J'ai perdu mon affaire. Je ne pourrai jamais arriver avant le coucher du soleil. Et, de peur, la respiration lui manquait. Il court pas comme. La sueur colle sur sa peau, sa chemise et son caleçon. Sa bouche est sèche. Sa poitrine se soulève comme un soufflet de forge. Son cœur bat comme un marteau, et il ne sent plus ses pieds. Il est harassé. Pacom ne pense plus maintenant à la terre. Il ne songe qu'à ne pas mourir d'épuisement. Il a peur de mourir, mais il ne peut s'arrêter. J'ai déjà tant couru, pensait-il. Si je m'arrête à présent, on me traitera de sot. Il entend les bachkirs siffler et crier. À ces cris, son cœur s'enflamme encore davantage. Pacom use à courir ses dernières forces, et le soleil semble se précipiter exprès. Le but n'est plus bien loin. Pacom voit déjà tout le monde sur la colline. On lui fait de la main signe de se presser. Il voit aussi le bonnet par terre avec l'argent. Il voit le Starchina assis sur le sol se tenant le ventre à deux mains. Et Pacom se rappelle son rêve. Il y a beaucoup de terre, pense-t-il. Dieu me permettra-t-il d'y vivre? Oh, je me suis perdu moi-même. Et il continue de courir. Il regarde le soleil. Le soleil est rouge, agrandi. Il s'approche de la terre. Déjà son bord inférieur disparaît au regard. Comme Pacom arrivait, toujours courant, au pied de la colline, le soleil s'était couché. Pacom pousse un ah de désespoir. Il pense que tout est perdu. Mais il se rappelle que si lui, d'en bas, ne voit plus le soleil, l'astre n'est pas encore couché pour ceux qui sont au sommet de la colline. Il monte rapidement. Il voit le bonnet. Le voilà. Il fait un faux pas. Pacom tombe et de sa main atteint le bonnet. Ah, bravo mon gaillard, s'écrie le Starchina. Tu as gagné beaucoup de terre. Le domestique de Pacom accourt et veut le relever. Mais il voit que le sang coule de sa bouche. Il est mort. Le Starchina, s'accroupissant, s'esclaffe et se tient le ventre à deux mains. Puis il se redresse, prend une pioche et la jette au domestique. Voilà, enterre-le. Tous les bachkirs se levèrent et se retirèrent. Le domestique resta seul. Il creusa à Pacom une fosse exactement à sa taille, 3 archines, et il l'ensevelit.